Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Enjeux politiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Europe. Vous le savez, depuis le 1er janvier, la France préside le Conseil de l'Union européenne pour une période de 6 mois. Ça n'arrive que tous les 13 ans. Le moment n'est peut-être pas historique, mais il est important. Et justement, ce mercredi, Emmanuel Macron s'est exprimé devant le Parlement européen à Strasbourg pour partager un discours où il a partagé sa vision de l'Europe d'une part et de l'autre un agenda ambitieux pour cette présidence. Alors nous aussi, nous ne résistons pas à l'opportunité de parler de l'Europe et pour en débattre aujourd'hui, comme chaque mois, 5 élus de terrain et de tous bords politiques. Bonsoir à vous. Cette fois-ci, nous accueillons pour la première fois François Comet. Vous êtes au Parti socialiste et vous êtes conseiller d'arrondissement de Paris dans le 6e arrondissement de Paris. Lou Beaumier, vous soutenez Éric Zemmour et vous êtes maire de Jurgy-le-Château en Côte d'Or. Alexandra Beljoudi, vous êtes chez Europe Écologie Les Verts, conseillère départementale du Calvados. Bonsoir. Bonsoir. Thomas Rudigoz de La République En Marche, vous êtes député du Rhône. Bonsoir. Et Soisic Perrault, chez Les Républicains, vous êtes vice-présidente du conseil départemental du Morbihan. Bonsoir. Alors, je sais que vous avez tous sûrement envie de réagir sur les propos d'Emmanuel Macron, mais je voudrais qu'on commence sur votre expérience d'élu de terrain en tant qu'élu locaux. Est-ce que l'Europe est une chance pour les territoires ? Et est-ce que vous pourriez me donner un exemple concret d'un projet financé par les fonds européens dans vos collectivités territoriales ? Par exemple, vous, Thomas Rudigoz. Bien, quand j'étais maire du 5e arrondissement de Lyon, on a eu un projet très ambitieux qui a été porté par différentes collectivités territoriales, la ville de Lyon, la métropole, la région. Mais pour arriver à boucler ce projet, il nous a fallu l'Europe et c'était une grande déchetterie fluviale qui est sur la Saône, qui est au cœur du Vieux-Lyon, qui au départ était un peu décrié, mais qui maintenant fonctionne très bien. Et à ce moment-là, ça a été essentiel. Et là, je me rappelle de l'inauguration, on a vraiment clamé, parce qu'on était beaucoup de pro-européens à être présents. Parce que très souvent, on voit l'Europe, certains essaient de la faire passer comme une administration lointaine, éloignée des citoyens, et puis un peu kafkaïenne, un peu trop complexe. Mais des fois, il y a des projets qui sont magnifiques et qui sont portés sur l'Europe, sur plein de sujets. Mais là, en l'occurrence, c'était pour le traitement des déchets. Alors, dans quel domaine considérez-vous l'action ou le soutien de l'Europe comme bénéfique, Soisic Perrault ? Tous les domaines, hein, on le voit. Dans le domaine, moi, je suis dans un territoire agricole et agroalimentaire, l'agriculture, par exemple, avec la politique agricole commune, mais ça peut être aussi le domaine social, le domaine de l'écologie, le domaine de l'éducation. Il y a énormément à faire, et surtout le domaine industriel aussi. Comment est-ce qu'on apporte ces fonds européens pour financer les investissements de demain. Plus concrètement, par exemple ? Plus concrètement, par exemple, on parle du plan de relance aujourd'hui, le plan de relance de l'État qui va nécessiter des fonds européens. Et on le voit bien aujourd'hui, le président de la République est aujourd'hui à la tête de l'Europe, mais il va nécessiter des fonds. Et il faudra bien, derrière, à apporter des garanties. Et les garanties, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on est en capacité, nous, de garantir, par exemple, ces financements avec les réformes. Est-ce qu'on a mené les réformes nécessaires dans notre pays pour pouvoir mener ce plan de relance sur nos territoires ? Le plan de relance, c'est par exemple tout ce qui va passer dans la revitalisation de nos territoires ruraux, par exemple. François Comet ? Oui, nous faisons partie de ceux qui considèrent que l'Europe est une pièce maîtresse dans les solutions et ne fait pas partie du problème. Donc effectivement, à Paris, on a pas mal de projets qui ont été financés par des financements européens ou en apport de financement européen, mais on a aussi quelques spécificités, notamment le fait que nous avons la représentation du Parlement européen et la représentation du Conseil européen qui sont situés à Paris. Et donc on a toute une action pour promouvoir, pour essayer d'expliquer ce que c'est que l'Europe, en quoi c'est proche des citoyens. Et là-dessus, je pense que c'est important que les gens comprennent que concrètement, effectivement, il y a un certain nombre d'actions qui ne seraient pas possibles sans l'accord de l'Europe. Alors en ce qui concerne Paris, et c'est un peu particulier, donc je voudrais en parler, on a créé un conseil parisien des Européens.
C'est une instance qui a été créée en 2019, qui est une instance consultative, dans laquelle des citoyens qui ont la nationalité européenne et qui vivent à Paris sont tirés au sort, à condition qu'ils soient candidats, et sont chargés de faire des propositions qui permettent d'améliorer l'intégration de ces différents Européens dans la ville de Paris, et qui permet aussi à Paris de pouvoir s'inspirer d'autres bonnes expériences qui ont eu lieu dans d'autres pays. Loup Baumier, si on revient sur l'aspect bénéfique dans les territoires ? Je suis dans un territoire rural et évidemment, un des premiers aspects bénéfiques concerne l'agriculture, avec la distribution de la PAC. Et en même temps, parce qu'on peut dire en même temps, on a aussi des difficultés avec les négociations internationales qui font du monde agricole un peu la variable d'ajustement dans ces grandes politiques commerciales de l'Union européenne. Mais je pourrais aussi vous citer d'autres effets bénéfiques qui sont très importants sur le territoire. C'est par exemple les libertés de circulation des citoyens, des personnes, parce qu'aujourd'hui, moi je suis dans un territoire très rural qui se vide d'un point de vue démographique, et un certain nombre de citoyens de l'Union européenne y trouvent des opportunités pour acheter des maisons, les retaper, en faire des résidences secondaires, et on a beau dire c'est un soutien effectif à l'activité économique dans nos territoires, parce qu'aujourd'hui ce sont eux, pas seulement, mais ce sont eux qui aussi investissent dans les territoires. Alexandra Beljoudi. Swazik évoquait tout à l'heure la PAC, vous en parlez également, effectivement. Alors après, sur la dimension de l'Europe, il me semble que c'est un... Donc la politique agricole commune. Oui, pardon pour la PAC, oui. L'Europe est un échelon territorial extrêmement intéressant, en ce qu'il peut être un instrument dans tout plein de domaines. On le voit en tant qu'élus locaux, effectivement, de la culture à l'alimentation, en passant par la dimension économique, ou encore sur les questions, pourquoi pas de santé, et de sécurité, notamment par exemple la PAC, la politique agricole commune, sur la sécurité alimentaire. On a l'année dernière eu une opportunité de la revoir. Alors, il me semble que ça n'a pas été revu de manière suffisamment ambitieuse. Là où c'est pas juste dire l'Europe est intéressante, c'est pour quel objectif, dans quelle vision et par quels moyens. Et vraiment faire que l'Europe soit un moyen de rendre plus vertueuse notre agriculture. Malheureusement, la PAC ne remplit pas suffisamment cette ambition-là l'année dernière lorsqu'elle a été revue en 2021. Alors, sur ce plateau, j'ai finalement l'impression que vous avez tous une vision assez optimiste, en tout cas positive, de l'action de l'Europe dans les territoires. Est-ce que vous auriez néanmoins quelques retenues ou quelques points contestables à partager ? Ce que je regrette, moi, là, c'est la présidence de l'Europe là, qui arrive à un moment en pleine élection présidentielle. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le président de la République, Emmanuel Macron, va ne pouvoir faire que des annonces. C'est sa grande force d'ailleurs, sa grande force rhétorique, faire des annonces, parler, mais comment est-ce qu'on va agir concrètement ? Comment est-ce qu'on va voter ici les textes au niveau national ? Comment est-ce qu'on va mettre en œuvre des actions concrètes ? C'est une manière de faire de la communication, et c'est faire campagne électorale sur le dos de l'Europe. Est-ce que c'est une chance pour les territoires, cette présidence de l'Europe ? Je pense qu'elle arrivait, donc soit ils pouvaient la refuser, c'était reporté à je ne sais quand, parce qu'après, je ne sais pas si ça aurait été tout juste après, donc le président de la République... Vous vouliez échanger avec... Le président de la République n'a pas l'habitude de se défausser. Je pense que c'est un grand artisan de l'Europe. Je pense d'ailleurs beaucoup de pays européens sont très contents d'avoir quelqu'un comme Emmanuel Macron qui défend le fait européen depuis longtemps et qui l'a montré pendant cette crise sanitaire. Et pour répondre à votre question, pour ne pas rentrer trop dans une polémique politicienne, mais moi je constate aussi que quand j'étais en fonction à la ville de Lyon, on avait toute la politique d'insertion, d'aide à l'insertion, retour à l'emploi, avec le plan local d'insertion, et qui est extrêmement financé par l'Europe. D'ailleurs, c'est des actions fortes, un peu comme la politique agricole commune sur l'insertion. La politique sociale de l'Europe est très, très importante et apporte beaucoup de fonds aux États membres. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une lourdeur bureaucratique sur... je me rappelle des associations qui portaient ces politiques d'insertion. Elles avaient un décalage très important sur les dépenses faites et le versement des fonds européens, qui des fois étaient obligés d'être compensés
par les collectivités territoriales. Donc là, il y a vraiment, je pense, des marges de progrès très importantes sur cette lourdeur, notamment du traitement des dossiers et du versement des subventions. Mais vous parlez de la lourdeur du traitement des dossiers européens, mais c'est quand même sans complexe, parce que ça veut dire que nous, on va expliquer à l'Europe de dire qu'il faut moins de lourdeur administrative, alors qu'on n'est même pas capable de le faire nous-mêmes dans notre propre pays. Donc comment est-ce qu'on peut être crédible de demander moins de bureaucratie pour l'Europe, alors qu'on n'est pas capable de le faire en France? On n'a pas été capable de mener de réformes courageuses. Et il y a eu des choses qui ont été faites, c'est indéniable, mais on n'a pas été capable de mener de réformes courageuses, et on va expliquer maintenant au niveau européen qu'il faut faire ci et il faut faire ça. Pour revenir sur l'Europe et les territoires, est-ce que vous partagez le constat du député Thomas Rudigoz? Est-ce que vous aussi, c'est la lourdeur bureaucratique de l'Europe qui aujourd'hui est un frein? De la France et de l'Europe, oui. De ce qu'on observe en tant qu'élu local, c'est effectivement, il y a cette dimension de cofinancement, avancer les fonds pour en être remboursés, et il y a effectivement un cadrage extrêmement strict. Bon, au-delà de ça, vraisemblablement, aujourd'hui, ce qui pêche dans les territoires, c'est, quand on discute avec les personnes, il me semble, c'est ce que moi je ressens et ce que je peux entrevoir, c'est que à quoi sert l'Europe ? L'Europe nous paraît assez éloignée. Là, on souffre d'adhésion à ce projet européen. Donc là, c'est effectivement, dans le cas d'une présidentielle, obtenir la présidence de la France à ce moment-là, c'est regrettable. Je rejoins Soisy quand tu dis la dimension d'intérêt général. On avait à l'obtention de la présidence, on avait une opportunité de pouvoir parler projet européen, parler fonds, et que ce projet européen, on pourra en reparler après, quel projet européen, parce que je pense qu'il y a quand même des divergences remarquables, c'est de pouvoir emporter l'adhésion des personnes dans les territoires et percevoir en quoi l'Europe peut servir l'intérêt général. On va en parler peut-être d'une économie vertueuse, d'une agriculture innovante et respectueuse de l'environnement, etc., etc. C'est ça aussi, je pense, dont on souffre. Oui. François Comet, vous je suis tout à fait d'accord sur ce que vous dites, sur les difficultés de perception de l'intérêt de l'Europe. Alors on dit ils sont bureaucratiques, mais après on dira la France c'est bureaucratique aussi, puis on dira les régions c'est bureaucratique aussi. Donc on a de la bureaucratie probablement à un peu tous les niveaux. Par contre, c'est vrai que plus on est loin du terrain, plus c'est difficile de montrer concrètement aux citoyens en quoi l'Europe peut leur bénéficier. Et de ce côté-là, je pense que la conférence sur l'avenir de l'Europe qui a été lancée est une occasion pour les citoyens de s'exprimer. Et j'incite d'ailleurs les citoyens à s'en emparer. Donc on peut déposer des contributions, on peut organiser des réunions, enfin c'est quelque chose d'important. Et je regrette là-dessus que le président ne soit pas très clair sur ce qui va se passer après, puisque cette conférence sur l'avenir de l'Europe devrait rendre un certain nombre de conclusions et de propositions, puisque c'est uniquement une instance de propositions, sans doute en avril-mai. Mais qu'est-ce qu'on en fait après ? Alors, est-ce qu'on met tout ça à la poubelle, comme on l'a fait il y a 2 ans, quand on a lancé une consultation qui était plutôt en France et qui a servi à rien ? Ça serait vraiment, vraiment dommage, parce qu'il y a une opportunité, là, de pouvoir faire quelque chose et de pouvoir rapprocher l'Europe et les citoyens. Oui, parce que vous, en tant qu'élu de terrain, vous voyez souvent vos électeurs, et c'est vrai qu'on est frappé par le désintérêt des Français, ou d'une partie des Français, pour l'Europe, alors que vous avez plus ou moins tous témoigné sur ce plateau que l'Europe avait un rôle fondamental dans vos territoires. 2 choses. Est-ce que déjà on pourrait dire aujourd'hui que les territoires, les collectivités territoriales ne pourraient pas s'en sortir sans l'aide de l'Europe ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait affirmer sur ce plateau aujourd'hui ? Loubaumier, par exemple. Moi, je pense que les collectivités territoriales pourraient tout à fait s'en sortir. Maintenant, il y a des impacts très concrets. Quand je vous écoute, je pense à des impacts très concrets de l'Europe sur la gestion des territoires, notamment, par exemple, en matière d'eau. Aujourd'hui, par exemple, les directives eau obligent un certain nombre au respect des trames et de la continuité des cours d'eau. Et on pourrait croire et on pourrait faire peser sur l'Europe aussi la responsabilité d'un certain nombre de dérives, on va dire, en matière de politique de l'eau, notamment de dérives financières, en matière d'effacement des seuils, c'est des barrages, des retenues d'eau, etc. Et aujourd'hui, on fait peser souvent sur l'Europe, justement, les méfaits de ces politiques-là.
Alors, en réalité, quand on parle de l'Europe, souvent on nommait le fait que les dysfonctionnements ils viennent d'une mauvaise articulation entre les objectifs qui sont définis et distingués au niveau européen et la manière dont ils sont déclinés au niveau national. C'est vrai en matière d'eau, par exemple, parce que la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de l'Environnement joue un rôle très important dans la déclinaison de ces politiques, par exemple en matière d'eau. Et en même temps, les agences de l'eau, derrière ça, décident des financements. Donc vous voyez, par exemple, si j'aborde simplement cette question, par exemple, de la continuité écologique des cours d'eau, on a au moins 3 gros acteurs qui interviennent dans la déclinaison d'une politique européenne, ou dite européenne, de protection et de préservation des cours d'eau. Mais on pourrait aussi envisager, comme le disait monsieur le député à l'instant, en matière de politique sociale. Le Fonds social européen est un fonds dont les objectifs sont tout à fait louables, mais qui donne lieu à l'échelle nationale à d'importantes tergiversations dans les modalités de mise en œuvre et des divergences notamment entre l'État et les régions, à savoir qui distribue. Quand l'État va prendre par exemple 30% ou les régions 60% de la distribution, est-ce que les fonds vont être distribués de la même manière, sur les mêmes critères, etc. On peut encore parler aussi des éco-conditionnalités sur un certain nombre de prêts ou d'aides, où par exemple on va se retrouver avec des projets qui vont être éligibles à des conditions différentes au regard des fonds européens et des fonds régionaux. Et donc en fait, vous voyez, quand on dit l'Europe, c'est bien d'être européen, mais aussi, il faut aussi regarder aussi chez nous sur la manière dont on décline un certain nombre de politiques européennes. Et c'est souvent source de complexité parce qu'on articule mal ou parce que les collectivités veulent en rajouter ou au contraire diminuer les seuils d'éligibilité et que par rapport au niveau d'exigence que fixent les normes européennes. Et ça, on pourrait parler sur plein de secteurs. Donc c'est très difficile de dire l'Europe d'un côté et les territoires ou les collectivités de l'autre. En réalité, on peut avancer chacun de son côté, mais le plus difficile, c'est précisément d'avancer ensemble. Surtout quand on décide d'avoir des projets communs à l'échelle du continent. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est comment utiliser la présidence française de l'Union européenne pour lui donner un nouveau souffle à l'Union européenne, sachant qu'on est plutôt avec un président à bout de souffle et fatigué. Thomas Rudigoz. Écoutez, je crois qu'on n'a pas dû voir le même président intervenir devant le Parlement européen, parce qu'il avait été tout sauf à bout de souffle. Il a parlé, il a échangé avec non seulement tous les présidents de groupe, mais de nombreux parlementaires pendant à peu près 2h30, 3h, donc je n'ai pas senti un président à bout de souffle. Et je pense que d'ailleurs, les grands constructeurs, les grands artisans de l'Europe auraient surtout peur que votre candidat arrive au pouvoir, ce qui ne risque pas d'arriver, mais je pense que ça serait vraiment vraiment une situation très grave pour l'Europe d'avoir un candidat du nationalisme. Donc je pense que, après je ne vais pas rentrer sur la perception qu'ont les Européens d'Emmanuel Macron, de nos candidats. Par contre, pour revenir à votre question sur la perception des Français, je pense qu'effectivement il y a eu des périodes de haut et de bas sur l'adhésion des Français aux contrats européens, aux faits européens, à l'idée européenne. Actuellement, malheureusement, d'une certaine façon, à cause de la crise, on a pu le voir comment l'Europe a été protectrice, comment l'Europe a pu apporter un certain nombre de solutions. Et là, je suis obligé de le dire, et je crois que c'est reconnu dans l'ensemble de l'Europe, c'est grâce à Emmanuel Macron qui a été fer de lance pour fédérer les Européens, pour convaincre Mme Merkel, qui à un moment donné était hésitante, notamment pour mener une politique commune sur la vaccination. Sur notamment au départ sur... Oui, mais parce qu'à un moment donné, tous les États commençaient, parce que c'est vrai que la santé n'est pas une politique, comment dirais-je, fondatrice de l'Union européenne. Ce n'est pas dans les politiques régaliennes de l'Union européenne. Je crois qu'elle n'en est pas du tout. Chaque État a sa propre politique. Mais sur la vaccination, on le voyait bien, une concurrence est en train de s'instaurer, notamment sur la commande des vaccins. Donc, grâce à Emmanuel Macron, il y a eu une volonté, et avec Mme Merkel, donc ce couple franco-allemand qui est moteur depuis tout le temps dans notre continent européen et dans l'Union européenne, a pu mettre en place une stratégie de commande commune. Et ensuite, d'ailleurs, on est allé au-delà, puisqu'on a mis en place un certain nombre de dispositifs pour produire ensemble, pour investir ensemble, jusqu'au plan de relance également, qui a montré comment l'Europe pouvait apporter des solutions dans la vie de nos concitoyens. Et je crois que là, encore une fois, malgré cette crise, ou du fait de cette crise, on a pu constater, nos concitoyens ont pu constater combien l'Europe était importante pour faire face à des crises majeures comme ça de niveau mondial. Alors oui, François Comet. Non, moi je suis d'accord sur le fait que la santé est maintenant quelque chose qui va être regardé au niveau européen, alors qu'effectivement c'était pas prévu. Cette Europe de la santé peut être quelque chose d'important. Par contre, dire que c'est Emmanuel Macron qui a tout fait, là j'ai un peu plus de mal. D'autant plus qu'on a quand même été parmi les premiers pays à prendre des mesures de fermeture de nos frontières qui étaient effectivement contraires
complètement contraire à ce qu'on aurait pu faire si on avait travaillé ensemble au niveau européen. Mais enfin, on apprend en avançant, et c'est quand même effectivement extrêmement intéressant qu'on puisse travailler sur la santé au niveau européen, et où là on voit réellement les gains, parce que c'est vrai que des laboratoires qui sont en réseau, qui ont des fonctionnements qui leur permettent de travailler ensemble, une répartition intelligente dans l'ensemble de l'Union européenne des unités de production, tout ça c'est quelque chose qui est important et qui se situe à un niveau, le niveau Europe, qui est probablement beaucoup plus puissant que si la France avait essayé toute seule de faire tout ça. C'est cette solidarité que vous l'avez ressentie dans vos territoires, Alexandra Belgioudi ? Si je peux me permettre, en tout cas moi, mon ressenti par rapport à cette crise sanitaire, il y a 3 éléments. C'est que d'une part, on n'en a pas fait la démonstration quand même d'une grande solidarité. Me semble-t-il. Déjà bon alors après très rapidement, mais sur les politiques, à chaque fois par État, de comment gérer la crise, etc. On a bien vu que c'était chacun y allait un peu de son. Il n'y a même pas un moment de l'Europe, ça pouvait être un lieu, un endroit où on pouvait prendre des mesures, on va dire, cohérentes au-delà de nos frontières. On l'a dit à plus d'une reprise, enfin, je veux dire, ce virus, il dépasse largement les frontières. On a fait une belle démonstration d'une incapacité à pouvoir édicter une politique de réponse qui soit dans la protection des populations, cohérente d'un pays à l'autre. Bref, au-delà des dans les politiques sanitaires. On voit bien, chacun est allé un peu de son avis, etc. etc. Bon, de surcroît, il y a eu aussi, dans la dimension solidaire, c'est là où l'Europe pourrait être un formidable instrument de solidarité, c'est-à-dire à l'intérieur de ses propres frontières, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. Il a quand même été largement démontré dans cette crise sanitaire que le virus touchait, on va dire en priorité, des personnes qui avaient déjà des comorbidités, une santé un peu plus fragile. On aurait pu faire le choix européen de acheter des vaccins et faire vacciner en priorité les populations les plus fragiles, et après faire preuve de solidarité à l'extérieur de ses frontières, vis-à-vis d'autres pays, c'est-à-dire les pays plus pauvres, etc., pour vacciner les plus fragiles aussi. Et qu'on ait une gestion à l'échelle mondiale, peut-être plus cohérente, dans l'intérêt des peuples et de chacun, de tous, dans une dimension vraiment solidaire forte. Deuxième démonstration, c'est que la relation, enfin, il me semble, de ma petite lunette de citoyenne canaise, la question du rapport au laboratoire et tous ces lobbies. Il a été question il y a plusieurs mois d'être transparent vis-à-vis notamment des contrats. On n'a jamais vu les contrats. Ça, c'est quand même un gros souci. Encore une fois, l'Europe n'a pas fait la démonstration là de la démocratie, ou du moins la démonstration de nous agissons peut-être en lien, effectivement, et en partenariat avec telle ou telle entreprise, tel ou tel laboratoire, pour la santé de chacun. On a eu des contrats qui sont restés confidentiels, et la question de lever les brevets, personne n'est venu s'y mouiller. Bon, ça c'était deuxième. Troisième démonstration aussi de cette crise sanitaire à l'échelle européenne, c'est sommes-nous en capacité de fabriquer les éléments de protection, les masques, enfin, etc., etc. On a bien vu qu'on a fait quand même un certain nombre. Il y a eu des petites concurrences entre certains pays européens, notamment sur les masques. On a tous vu ça dans l'actualité. Ou aussi on est allé acheter à l'extérieur de l'Europe. Donc ça pose là plus largement la question de l'Europe, c'est l'Europe pour faire quoi ? Ça peut être également un élément intéressant de réindustrialisation de nos territoires, de l'Europe. Et là, ça vient, je trouve, mettre la lumière sur ces questions-là, par la crise sanitaire, mais pas que. Ouais. Sur ce qui va parler aux Français, on va parler d'un sujet qui a touché tous les Français pendant la crise sanitaire, c'est la souveraineté alimentaire. Voilà. Et on l'a vu, elle a été mise au grand jour, mais la PAC, on reparle de la politique agricole commune. Moi, je suis en Bretagne, dans un territoire agricole et agroalimentaire, comme je l'ai dit, première région exportatrice d'Europe. L'export, c'est une chance, donc je ne crois pas non plus au repli sur nous-mêmes. Mais quand on a voté les accords avec les CETA, d'un seul homme, le CETA, c'est quoi ? Eh ben, ça éloigne encore plus les Français, finalement, de l'Europe, parce que ça veut dire que derrière le CETA, on a des distorsions de concurrence. On a des cahiers des charges, finalement, on voit sur le bio, par exemple, qui ne sont pas du tout les mêmes d'un pays à l'autre. Alors finalement, un produit qui n'est pas bio en France est bio dans un autre pays, donc on importe ces produits-là. Et on a peut-être
on a finalement creusé les écarts une nouvelle fois avec une catégorie de personnes qui a accès à finalement une alimentation de circuit court, local, bio, et avec des produits en France, avec des prix. Et de l'autre côté, des gens avec qui on va importer effectivement des produits à très très bas prix, produits dans des conditions qui ne respectent pas du tout les mêmes cahiers des charges qu'en France. Effectivement, avec des prix. Mais finalement, on met encore des écarts dans la société. Alors finalement, c'est peut-être ça qui éloigne de l'Europe. Et on aurait attendu de la présidence du président de la République et maintenant du président de l'Europe, finalement, des actes forts. Alors aujourd'hui, moi je crains, et je le redis, comment est-ce qu'on va mettre en place finalement ces actions fortes pour l'Europe, ces actions qu'on doit avoir communes pour être pas naïf dans cette économie mondiale, parce qu'on doit être, on a d'énormes atouts. Comment est-ce qu'on lève le poids de la compétitivité ? Moi je vois un agriculteur, il court, et je prends souvent cet exemple, nos entreprises, elles courent avec un boulet au pied. Nos agriculteurs, ce sont des entrepreneurs. Ils courent avec un boulet au pied, alors que ceux des pays d'à côté, finalement, courent de manière beaucoup plus facile. Donc, comment est-ce qu'on crée les conditions de la compétitivité quand on parle notamment de la lutte contre les pesticides ? Comment est-ce qu'on met en place les conditions de l'innovation ? Travailler aussi sur la génétique, par exemple. Comment est-ce qu'on permet à nos agriculteurs de faire tout ça ? Parce que là, ce qu'il faut, on va se rendre compte quand même que notre souveraineté alimentaire, elle est en danger. Aujourd'hui, le revenu de nos agriculteurs va baisser de 20%. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a de moins en moins d'agriculteurs et puis le coût du travail. Aujourd'hui, un agriculteur, il travaille 70-80 heures par semaine et il ne gagne pas, d'argent. C'est une réalité concrète. Concrètement, parce vous que des voudriez investissements, quand on voit qu'en France, pour rénover un poulailler ou pour rénover une porcherie ou pour construire des équipements, il faut des accords de banque qui sont très difficiles à venir. Il faut des accords aussi environnementaux qui sont de plus en plus pesants. Donc aujourd'hui, pour être compétitif, c'est de plus en plus difficile. Donc on décourage finalement. C'est pas l'Europe, ça. Oui, c'est justement. Comment ? C'est pas l'Europe, ça. C'est pas l'Europe, non. C'est mais c'est la France dans l'Europe. Et comment est-ce que la France peut donner des leçons justement au niveau de la PAC et expliquer aux autres comment il faut faire quand elle n'a pas été capable de mettre en place ces leviers de la compétitivité pour nos agriculteurs ici et nos industries agroalimentaires ? Aujourd'hui, on a assisté quand même à un agribashing, et y compris de la part du gouvernement. C'est pas l'Europe, vous disiez ? Quand on dit nos agriculteurs ont des boulets aux pieds et puis dans les pays à côté ils l'ont pas, c'est pas l'Europe, c'est pas une question d'Europe. Là où je vous rejoins et où je suis d'accord, c'est tous les accords de libre-échange. Là, nous sommes effectivement partisans de revoir ces accords de libre-échange, de faire attention. Alors il faut rentrer vraiment dans les détails parce que c'est assez compliqué, mais c'est vrai qu'on ne peut pas admettre que certains pays ayant des normes environnementales, des normes alimentaires, des normes de santé sanitaire plus faibles que les nôtres puissent tranquillement inonder notre marché. Il faudrait une solidarité européenne aussi à la compétition, une sorte d'homogénéité. Mais les accords de libre-échange, ils sont signés par l'Union européenne et au niveau de l'Union européenne. Négociés par l'Union européenne. C'est là qu'il faut faire respecter. Et négocier. Maintenant, là où c'est inexact, c'est qu'en fait, quand vous avez par exemple un projet de construction de poulailler ou de porcherie ou même une stabulation avec une salle de traite, vous avez des tas de normes qui sont applicables, des normes qui viennent en partie de l'Europe. Et je dis en partie parce que je reviens sur cette idée qu'en fait, quand on dit l'Europe, c'est aussi une affaire de tuilage entre les compétences nationales et les compétences européennes. Oui. Parce que derrière ça, c'est le ministère de l'Environnement qui va transposer les normes et qui, de surcroît, en France, selon les ministères, va vouloir être plus ou moins exemplaire, c'est-à-dire surtransposer. Voilà. Pour être le bon élève de l'Europe. Voilà. Et donc le sujet il est là. Donc, quand on parle de boulet au pied pour les agriculteurs ou pour les entreprises, d'ailleurs, de manière générale, ce n'est pas forcément un boulet financier. Ça peut être aussi un boulet normatif qui vient et qui concourt à un accroissement des coûts d'investissement. C'est-à-dire qu'en fait, votre poulailler, avant, vous pouvez le construire pour 300 000 euros, maintenant, il va coûter 400 000 euros. Sauf que le poulet, eh bien, il va être en concurrence avec des poulets qui vont être importés
à des coûts toujours plus faibles, voilà, et qui va mettre sous pression les agriculteurs. Voilà. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans un effet ciseau. Alors évidemment, là où vous avez raison, c'est que ce n'est pas que l'Europe, bien sûr, quand on dit l'Europe. Après ça, là où ma voisine dit quelque chose de très juste. Vous défendez la levée d'un maximum de normes, le moins 10 ans. Non, on va vers ça, c'est ça que vous défendez ? Ce que je dis, c'est inexact de reprendre ma voisine en disant que l'Europe n'y est pour rien. En réalité, l'Europe est pour quelque chose parce qu'elle initie un certain nombre de normes, lesquelles sont aussi transposées et souvent surtransposées à l'échelle nationale. Voilà. Donc il y a un problème de surtransposition et d'inefficacité administrative en France parce qu'on rajoute de la norme à la norme. Donc il y a un concours des choses. Donc nous la position de base, et c'est l'une des grandes propositions phares d'Éric Zemmour, c'est de créer un haut commissariat à la simplification normative qui soit directement placé sous l'autorité du président de la République. Pourquoi ? Parce qu'il permettra de s'affranchir d'un certain nombre de procédures dites interministérielles qui aboutissent très souvent à des solutions mi-figue, mi-raisin, parce qu'elles sont l'objet d'arbitrages, généralement entre le ministère des Finances, le ministère de l'Environnement, où chaque ministère tire la couverture dans son sens. Vous affranchirez des normes européennes avec ce haut commissariat ? Alors, parce que le président potentiel Zemmour dirait passe aux valeurs européennes. Le candidat que je soutiens a clairement dit qu'en matière d'immigration, notamment pour ce qui concerne Schengen, parce que c'est pas des normes européennes. Il a dit deux choses. Il a dit sur la question migratoire, évidemment, il faudra renforcer considérablement nos manières de faire, quitte à s'affranchir d'un certain nombre de normes liées à la mise en œuvre de l'espace Schengen. Qui entre nous n'est pas lié à la... On vous a entendu sur le bilan contrasté de l'Europe dans les territoires. Zemmour veut rester dans l'Union européenne, par contre. Oui, tout à fait. Ah oui, si, il a été très très clair. On reste complètement dans l'Union européenne. Par contre, il a remis en cause l'interprétation extensive du droit de l'Union européenne, qui conduit très souvent à une surinterprétation de ce droit dans les situations purement internes. Le droit de l'Union européenne n'a pas vocation à s'appliquer dans les dispositions purement nationales. Allez, je vais vous faire la lecture. Avec cette publication, L'Espérance ne déçoit pas, qui est sortie ce jeudi, qui a été publiée par la Conférence des évêques de France. Et nous avons une citation sur l'Europe que je voudrais vous lire et ensuite avoir votre réaction comme élu. La construction européenne, si emblématique d'un combat remporté contre les tentations d'affrontement et de guerre, doit être constamment revue pour ne pas tomber dans l'impuissance, la dérive libertaire, l'excès technocratique, le renoncement à promouvoir de vraies valeurs morales, au risque de contribuer à susciter des replis nationalistes. Qu'est-ce que ça vous inspire, François Comet ? Moi, ça m'inspire qu'un des parties faibles de l'Europe, c'est le social. Et effectivement, on a fait beaucoup sur le plan économique, sur le marché unifié, etc., etc. On a été beaucoup plus faible sur l'aspect social et donc sur le fait que, effectivement, il y a un besoin de cohésion, de solidarité. L'idée de l'Europe, au départ, c'est quand même aussi une grande solidarité entre les différents peuples, les différents territoires et les différents pays qui ne sont pas au même niveau et où, en théorie, celui qui est mieux placé finance et aide de façon à ce qu'à la fin, on ait quelque chose qui soit commun et qui porte des valeurs communes. Et sur l'aspect social, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, il y a des choses qui ont été faites par l'Europe, je pense notamment à la garantie jeune, par exemple, récemment, qui était quand même beaucoup d'argent pour aider les jeunes à avoir des formations, pour aider les jeunes à trouver un emploi. C'est des choses qu'on ne voit pas parce que chez nous, ça passe au travers de différents ministères, mais c'est important. Et je regrette de ce côté-là que dans la présidence française, il n'y ait pas de sommet social, comme il y en a eu un l'année dernière au Portugal, où pendant 2 jours, toutes les parties prenantes pouvaient discuter. Là, le social a complètement disparu, et du discours, et des faits et des réunions prévues. Moi, ce que m'inspire votre lecture, c'est déjà, ça me montre la fragilité de l'aboutissement de la construction européenne, qui était la paix. Quand les pères fondateurs ont créé l'Europe, c'était pour sortir de ces périodes de guerre incessantes, de ces 2 guerres mondiales, de ce continent qui vivait que des périodes de guerre. Et autour de
ce plateau, nous sommes tous des générations qui n'avons jamais connu la guerre sur notre territoire. Par contre, on la voit, la guerre, elle est toute proche. Elle est aux proximités, juste aux frontières de l'Europe, de l'Union européenne. C'est les Balkans, c'est l'Europe de l'Est, c'est ce qui se passe en Biélorussie avec un dictateur qui est prêt à tout pour déstabiliser notre Europe. C'est le risque d'une attaque de la Russie en Ukraine. Donc on le voit, c'est aux frontières de l'Europe. Donc on a une chance inouïe d'avoir eu cette construction européenne qui a permis depuis maintenant plusieurs décennies, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'Europe, d'avoir sur ce territoire-là, de 27 membres, la paix. Par contre, malheureusement, les nationalismes, on le voit dans le débat européen, dans le débat français, pardon, que nous avons actuellement, il y a des candidats, des candidates qui portent des discours de repli sur soi, de rejet de l'autre. Et effectivement, on n'est pas à l'abri de vivre ce que peuvent vivre d'autres pays. On n'est pas à l'abri de vivre un jour que des leaders politiques au sein même de notre pays veuillent sortir la France de l'Europe. Parce que qui aurait cru il y a encore 10 ans que l'Angleterre sortirait de l'Union européenne, même si elle n'avait pas été un grand constructeur, un membre fondateur de l'Union européenne, mais c'était quand même un grand pays européen, et qui est parti dans une dérive populiste. Donc je crois qu'il faut faire très attention, et une des solutions, je suis d'accord avec vous sur la question sociale, effectivement, l'Europe doit montrer l'apport qu'elle a pour plus de solidarité, mais aussi cela passe aussi par la croissance économique. Et il nous faut pour cela retrouver une Europe prospère. Et je pense que nous avons affronté un certain nombre de crises récentes, notamment financières et économiques, qui ont beaucoup apporté des difficultés à nos concitoyens, avec une montée du chômage. Et si on veut montrer à nos concitoyens les atouts de l'Europe pour leur vie quotidienne et pour plus de prospérité, nous avons besoin pour cela d'une Europe qui prévoit, et qui, tout à l'heure on en a parlé, qui répond, présente pour la souveraineté sur beaucoup de domaines, notamment en matière industrielle. Mais Thomas, justement, au regard de ce que vous dites, justement, l'idée de répondre par la croissance... Entre autres. Oui, je sais, mais de loin ne suffit pas. On parle aussi de grands enjeux de cohésion, au regard de ce que vous dites. Effectivement, au départ, ce projet extrêmement important de répondre d'apporter la paix, la sécurité, une stabilité en sortie de guerre. On a rapidement évolué vers une Europe du commerce, avec des nombreux traités de libre-échange climaticides. Et aujourd'hui, on dit voilà, il faut de la croissance pour pouvoir... mais ce n'est pas la croissance comme elle est menée, comme elle est recherchée aujourd'hui, qui va nous permettre qu'elle puisse bénéficier à tous. Non, mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, avoir une vision d'un territoire qui se développe très bien, enfin par quels moyens ? Aujourd'hui, il y a un véritable enjeu. Je vous vois sourire. Ah non, mais il y a un véritable enjeu. Tout à l'heure, on parlait de lourdeur administrative. Je souris parce que je pense au débat actuel. Est-ce qu'il vaut mieux les usines à charbon en Allemagne ou le nucléaire décarboné en France ? Et ça, c'est un vrai sujet parce que aujourd'hui, l'arbitrage, il a été rendu très récemment en admettant le nucléaire dans le giron des énergies vertes. Mais clairement, l'Union européenne était à 2 doigts de sortir le nucléaire du giron des énergies vertes. Et ça mettait en danger non seulement EDF, mais aussi toute la chaîne industrielle qu'on a en France. Et l'Europe, si l'Europe ne sert qu'à défendre l'industrie automobile allemande, évidemment, ça ne peut pas aller. Et ce que m'inspire la citation que vous avez évoquée ou que vous avez lue à l'instant, c'est on ne peut être que d'accord sur les principes, mais derrière, c'est une affaire de pragmatisme. On ne peut pas être crier à l'aide à l'Union, enfin appeler l'Union européenne à l'aide quand on a une crise de migrants dans la Manche et laisser la Pologne se débrouiller toute seule quand les migrants sont à l'entrée à la frontière biélorusse. Voilà. Donc il faut être pragmatique, il faut être aussi réactif à la frontière de l'Union européenne en Biélorussie que nous souhaitons. Que sur la frontière maintenant britannique avec la Manche. On ne peut pas se satisfaire d'un super accord avec le Brexit et crier sortir le champagne en 2019 et en 2020, déplorer le fait que les pêches, rien ne fonctionne sur la protection des pêcheurs sur les côtes anglo-normandes. Ouais. L'Europe, c'est une chance. Moi, j'en suis aussi convaincue. Alors, j'écoutais le président de la République ce matin en venant, et effectivement, il a dit qu'il était né en 1977, et j'ai ça au moins de commun avec lui. Mais j'ai grandi avec l'Europe, toujours, et l'Europe, c'est une chance de pouvoir étudier, c'est une chance de pouvoir travailler, c'est une chance de pouvoir échanger, investir, et c'est une chance. Mais on se rend compte aussi que l'Europe,
on l'a dit, elle peut être mortelle aussi, on le voit avec le Brexit, parce que finalement, certains peuvent décider d'en sortir. Alors, l'Europe, ça ne doit pas être que des mots MOTS, hein. Il y a des mots, effectivement, mais ça ne doit pas être que des mots, et il ne suffit pas de là, comme je le vois, parce que finalement, on est dans beaucoup de rhétorique, beaucoup de verbes, beaucoup de yaka faucon, et puis finalement, dans le concret, on se rend compte que l'Europe, vous venez de le dire tout à l'heure, elle ne parle plus aux habitants, elle ne parle plus aux Français, elle ne parle plus parfois aux Européens. Au contraire, on la voit comme un... Parfois, elle peut même emmener, on le voit sur nos territoires, parce que je l'entends, les discours, parce qu'effectivement, il y a des discours de plateau, il y a des discours des réseaux sociaux, mais il y a le discours du terrain. Elle ne parle pas... Elle ne parle pas aux habitants. Vous demandez aux gens, aujourd'hui, l'Europe, c'est quoi dans ton quotidien ? À part certains jeunes qui vont faire des dispositifs Erasmus, globalement, sur le thème de la santé, est-ce qu'elle parle ? Sur le thème de la souveraineté alimentaire, est-ce qu'elle parle ? Sur le thème de la compétitivité des entreprises, est-ce qu'elle parle ? Le Green Deal, là, comme on dit, sur l'écologie, est-ce qu'elle parle ? Erasmus. Oui, c'est ce que je viens de dire, ouais. Erasmus, ça parle aux jeunes. Voilà. C'est le plus positif, mais globalement, est-ce que l'Europe, elle parle aux citoyens ? Donc peut-être qu'on a manqué. On a manqué des choses, et c'est peut-être à nous, les nouvelles générations d'élus, d'être pédagogues, d'expliquer, et puis d'être dans le concret, dans l'action concrète. Mais aussi de défendre un projet d'Europe qui soit, il me semble, vertueux et pertinent, c'est-à-dire qui réponde à l'intérêt général. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais c'est vrai que quand on parle d'Europe, dans les médias, etc., on parle beaucoup du PIB, de la dette publique, etc. On est sur des termes, des concepts, etc., quand même assez... on ne s'est même pas doté d'indicateurs autres que strictement économiques, financiers, c'est etc. la réalité aussi. Mais dans un projet social, d'Europe sociale, que je suis d'accord avec vous, dans ce projet d'Europe sociale, où quand même on s'est raté, on s'est quand même pas mal raté. On n'a même pas des indicateurs qui puissent nous donner des points de référence, des points de débat, etc. Je veux dire, l'Europe sociale, on est quand même largement à la traîne. Par contre, il y a eu un épanouissement quand même de l'Europe économique. Je voudrais qu'on revienne sur autre chose. Emmanuel Macron a voulu définir l'identité européenne, ce qu'était l'Europe pour lui. Il a parlé d'émotions égales devant les paysages, les musées, les cafés, si je me souviens bien. Il a aussi évoqué la Grèce antique, l'Empire romain, les racines chrétiennes et les Lumières. Est-ce que, pour préserver cette Europe humaniste, est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'affirmer les racines chrétiennes de l'Europe ? Je pense que les racines chrétiennes de l'Europe, oui, c'est un fait. Notre continent s'est construit avec, dans tous les pays de l'Union européenne, une des racines chrétiennes. Mais je tiens quand même, on avait eu ce débat la dernière fois quand nous avions parlé à un moment donné de l'immigration, des communautés dans notre pays. L'Europe aussi est faite de diversité. Par contre, il faut en tenir compte. Et ça aussi, c'est de l'éthique. Ça aussi, il faut savoir avoir autant d'attention pour l'ensemble des personnes qui sont venues, qui arrivent encore d'ailleurs par différentes vagues d'immigration sur notre continent. Il faut savoir les accueillir. Par contre, encore une fois, on ne peut pas tous les accueillir. Ça aussi, c'est une responsabilité. Parce qu'il y a l'éthique, puis il y a la responsabilité. Et à un moment donné, nous sommes confrontés, on a parlé tout à l'heure des rives de la Manche, avec des situations qui sont extrêmement difficiles, qui sont douloureuses, qui sont terribles. Je crois qu'Alexandra, une fois, tu avais parlé de personnes qui mouraient en mer. Donc, c'est pas tolérable. Mais aussi, pour cela, il nous faut trouver des réponses communes. Donc, c'est bien là où l'Europe est extrêmement importante. Et d'ailleurs, dans l'agenda européen qu'a annoncé le président de la République, qui montre d'ailleurs qu'il est très actif et qu'il le sera pendant cette présidence de l'Union européenne, c'est par exemple avec l'outil, avec l'agence Frontex, qu'il faut développer, qu'il faut rendre plus opérationnel, qu'il faut rendre plus capable de se projeter sur différents fronts, notamment par exemple, on a aussi parlé de la frontière biélorusse et polonaise. Ce qui a manqué, c'est que les Polonais se sont retrouvés effectivement bien seuls. Et qu'avec une agence comme celle-là, qu'il nous faut étoffer à la fois en moyens, à la fois en hommes, mais aussi en capacité d'action, il faut que nous ayons ce type d'outils pour mieux réguler nos frontières, ce qui n'empêchera pas de continuer à accueillir. Alors moi, je parlais vraiment des valeurs. Et puis, je ne voudrais pas qu'on finisse cette émission sans parler aussi de cette proposition d'Emmanuel Macron d'inscrire dans la charte des valeurs européennes le droit à l'IVG, de l'inscrire dans la charte. Est-ce que qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition d'Emmanuel Macron ?
Soisic Perrault. Il inscrit, en fait, il sort encore une nouvelle fois du débat, il apporte une valeur peut-être pour encore mieux diviser, parce qu'effectivement, moi je pense que c'est une prérogative nationale. Moi je suis à titre personnel, je suis pour l'IVG, c'est un droit, c'est pas un devoir, hein, c'est un droit des femmes. Aujourd'hui, mais c'est une prérogative nationale. Alors qu'est-ce qu'il veut faire Emmanuel Macron? Créer une énième division, comme on divise aujourd'hui les Français, et aujourd'hui on veut diviser finalement les Européens. Je pense que c'est à chaque nation de décider pour son pays. Et puis après, dans un effort européen. Alors je vais vous Je dire pense qu'il est effectivement incontestable qu'actuellement, dans les différents pays européens, il y a différentes visions, différents niveaux par rapport à ce que peut être l'IVG, et qu'il est probablement beaucoup trop tôt pour pouvoir essayer de faire quelque chose de global. Et je partage votre avis, c'est plus une proposition qui va diviser que quelque chose qui va réunir. C'est une proposition Alors polémique. le pape, justement, devant le Parlement européen, avait dit, et il avait exhorté les parlementaires à affirmer, ça c'est les propos du pape, affirmer la dignité de la personne, c'est reconnaître le caractère précieux de la vie humaine, qui nous est donné gratuitement et qui ne peut, pour cette raison, être objet d'échange ou de commerce. Forcément, proposition d'inscrire l'IVG dans la charte des valeurs communes, est-ce qu'effectivement ça ne risque pas de faire polémique avec l'histoire de France Il me semble que l'interruption volontaire de grossesse peut rendre service à plus d'une femme, qui, notamment pour celle qui n'a pas choisi d'être enceinte, et que cette situation lui ait été imposée par un viol, par exemple. Il y a la dimension du rapport au corps. On a beaucoup parlé... Mais on ne remet pas en cause l'IVG, là. Non, bien sûr, oui. On ne remet pas ça en cause. Alors dis-moi, on remet en cause le fait de vouloir l'inscrire au niveau européen. Voilà, je pense que c'est une question nationale, c'est pas une question européenne, voilà, tout simplement. Je pense que c'est une question... Chaque pays a son histoire. Nous, on a notre histoire. On a une histoire à construire à l'échelle. Des hommes et des femmes se sont battus sur cette question. Il y a des choix qui sont personnels. Mais sois-y que nous avons une histoire à créer à l'échelle européenne. C'est un petit peu aussi le fond de la question en termes de valeurs, etc. Aujourd'hui, 80% des lois que nous avons en France viennent de l'Europe aussi. Donc voilà, on est quand même intrinsèquement liés. On est très fortement liés. Pourquoi ce ne serait pas un sujet qu'on pourrait débattre? Parlons-en. Au contraire, le débat est riche, le débat est constructif. On doit rester dans une capacité, me semble-t-il, à l'échelle européenne, de pouvoir discuter de quasiment à peu près n'importe quel sujet. Après, il y a la dimension, Monsieur Macron en a parlé ce midi aussi, de la dimension de la souveraineté de la France. Très bien. Maintenant, acceptons et ne rejetons pas le débat, la discussion. Il est extrêmement important de prendre le temps d'échanger. Il me semble que c'est une question primordiale, la question de l'IVG, de manière plus générale, on en parlait tout à l'heure, de manière très très générale, la santé. Rapidement, François Collet. Mais il y a la question, excusez-moi, moi, tout à l'heure on parlait d'immigration, moi c'est pas le grand remplacement qui m'inquiète, et il y a eu pas mal de propos de M. Macron sur cette question-là, mais c'est bien du grand bouleversement climatique. Voilà. Donc là, effectivement, il y a quand même plusieurs grands sujets à aborder, et on doit en prendre la mesure à l'échelle européenne, toujours dans un débat sain. Pour le mot de la fin, François Collet, et ensuite Louis Baumier, puis Soisic Perrault. Ah, Théorie Digos aussi. Alors vraiment, très rapidement, J'ai chacun. rien dit sur ça. Très rapidement, parce que vraiment, on est sur la fin de l'émission. Je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé, vous l'avez un petit peu mentionné, mais la souveraineté européenne et le besoin qu'a l'Europe d'essayer de se construire beaucoup plus face aux dangers extérieurs, mais à nos frontières, qui nous menacent. Vous avez parlé de la Bosnie, par exemple, enfin, vous avez parlé de l'Ukraine. La situation en Bosnie est actuellement extrêmement grave, puisqu'il y a une des républiques, ou la République serbe, qui est en train de remettre en cause l'équilibre du pays. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut que nous, Européens, nous ayons une réponse commune. Alors pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je constate d'ailleurs que ceux qui freinent le plus les pieds sont en général les démocraties illibérales que certains des candidats ici représentés soutiennent et apprécient. Nous sommes quand même inquiets de ce que fait la Russie, de ce qui risque de se passer et dans les Balkans et
et en Ukraine. Et ça pose une question qui est encore complètement ouverte de quel rôle l'Europe, quand est-ce que l'Europe arrivera à avoir une voix sur la scène internationale. En 2 mots, Lubomir ? Je crois qu'aujourd'hui, on se situe un peu à la croisée des chemins. La question, c'est soit on élargit les compétences de l'Union européenne, soit au contraire, on cherche à approfondir et à mieux faire ce qui est déjà dans les compétences de l'Union européenne. On a parlé notamment de tout ce qui est sécurité, immigration. Aujourd'hui, on voit très bien que l'Europe pêche à ce niveau-là. On ne peut pas déplorer l'absence de l'Union européenne sur les côtes de la Manche quand nous, la France, on est en difficulté, et en même temps freiner des cas de fer lorsqu'il s'agit d'intervenir aux côtés de la Pologne. Et ça ira sur tous les autres sujets, que ce soit le Green Deal, que ce soit éventuellement d'autres questions liées à la santé, etc. Aujourd'hui, c'est le choix fondamental qui se pose, c'est est-ce qu'on approfondit notre construction européenne sur la base de ce qu'on a déjà en commun, ou au contraire, est-ce qu'on cherche de nouveaux champs de compétences? Et je crois que la position du président de la République d'élargir et de mettre de nouveaux champs de compétences potentiels dans le giron de l'Union européenne semble assez malvenue. En tous les cas, à ce moment-là, merci. de l'Union européenne. On a la chance d'avoir un président de la République qui est un grand pro-européen, qui va justement faire avancer un grand nombre de dossiers. Sur votre question sur la charte des valeurs, il y aura certainement un débat, mais Alexandra l'a dit, c'est important. Je pense que l'IVG, dans notre pays, a apporté beaucoup à de nombreuses femmes, à des milliers de femmes, a été une réponse à des moments de difficulté, de douleur, de souffrance. Et je pense que certains pays de l'Union européenne qui sont sur ces questions sociétales pas très très progressistes, je pense qu'il est important aussi que nous puissions avoir ce débat européen qui aujourd'hui se poserait la question de savoir si la peine de mort devrait être décidée dans l'Union européenne État par État. Bien sûr que non. Donc sur des choses aussi importantes que cela, je pense qu'il faut que nous ayons un corpus commun. Soisig Perrault, en 2 mots, s'il vous plaît. En 2 mots, moi je pense qu'il faudra qu'on ait une France forte, une France aussi crédible aussi au sein de l'Europe, parce que l'Europe c'est indispensable au niveau mondial, on l'a vu, mais l'Europe elle ne doit pas être non plus le ventre mou de cette mondialisation. Alors effectivement, les sujets sociétaux, c'est important, bien sûr, ce sont nos valeurs et c'est important. Mais aussi, les sujets économiques et sociaux sont aussi fondamentaux pour pas justement être naïfs vis-à-vis de cette économie mondialisée. Et c'est ce qui fera aussi notre chance de demain. Mais la France doit être crédible pour ça. Alexandra Abejoudi, le mot de la fin. Nous voulons une Europe qui s'engage en faveur du climat, dans l'intérêt de tous les peuples en Europe. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet ktotv.com. Rendez-vous le mois prochain.